Pionnier, c'est le dernier numéro de l'année 2023. On se retrouve tous les premiers vendredis du mois pour écouter la voix d'un dirigeant qui va nous partager son expérience, son parcours, sa trajectoire. Voix de Pionnier rassemble plusieurs clubs de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en France. Et donc, notre idée, c'est vraiment ce rendez-vous pour inspiration avec des dirigeants qui ont partagé leur expérience en 1 heure, on va dire. Les questions-réponses sont bien sûr font partie du jeu puisqu'on est en petit comité, on devrait être entre une trentaine à peu près ce matin. Donc, bienvenue à tous. Et bien écoutez, je vais vous présenter rapidement Étienne et puis il pourra compléter évidemment. Étienne Barillet, donc qui a commencé sa carrière dans le groupe notamment dans le groupe Wurt, et on a quelques ex-représentants, j'ai cru comprendre, ce matin. La spécialité d'Étienne, ça a été d'abord le rachat, la reprise d'une entreprise d'entreprise spécialisée dans l'électricité industrielle. Et à peu près à la même époque, il rencontre notamment quelques personnes du club EFC, donc Économie de la fonctionnalité et de la coopération, dans sa région. Et puis il tente finalement de faire évoluer son offre et son entreprise vers ce modèle-là. Et puis assez rapidement, il se rend compte que finalement, une entreprise considérée par ses clients comme une pure et simple entreprise de sous-traitance, eh ben, elle joue sans arrêt à un jeu, on va dire néfaste, puisque c'est vraiment, selon sa formule, qui gagne perd, c'est-à-dire qu'on est dans le prix, le prix, le prix, le prix. Donc, après avoir essayé vainement, l'entreprise ferme au bout de 5 ans et assez rapidement, Étienne décide de créer une nouvelle entreprise qui s'appelle donc Calliope en 2018 et qui aujourd'hui emploie 4 à 5 salariés, avec tout de suite en fait la volonté de proposer des solutions et de bâtir son offre sur ce qu'il avait tenté précédemment, une offre globale, une offre alignée aussi, une posture, on va dire, alignée sur des valeurs de développement durable et des effets utiles pour le client dans une perspective d'accompagnement à long terme. Alors peut-être qu'on peut juste redire quelle est l'offre de Calliope et ce que veut dire Calliope, Étienne. Oui, effectivement. L'offre de Calliope et après le nom semblera, je dirais, il y aura de la cohérence dans le nom. L'offre de Calliope, c'est de mettre à disposition des clients et d'accompagner le client également dans la compréhension de ces données qui viennent de son industrie. Nous, on travaille à 90% dans l'industrie. Et il y a 2 grands axes de données. Les données qui viennent de la consommation énergétique, qui est un vrai sujet, alors qui est d'autant plus un sujet qu'encore une fois, j'aime le dire, depuis qu'il est passé du bureau du responsable RSE vers le bureau du DAF. Là d'un seul coup, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent vraiment réduire leur empreinte carbone et peut-être d'ailleurs à l'occasion leur facture électrique ou énergétique en général. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est en fait de remonter de la donnée technique en général sur la performance des machines, sur des données qui peuvent permettre de suivre les paramètres de qualité. Donc, il y a ce côté technique et il y a ce côté également accompagnement dans l'usage de la donnée. Comment finalement passer d'une donnée à une information et d'une information à un savoir.
Et c'est quand on est au niveau du savoir que l'on peut réellement avoir de l'influence sur ces données et donc rentrer dans des vraies démarches d'amélioration. Donc, nous, on accompagne le client depuis la collecte physique de la data. Et quand je dis de la collecte physique, c'est qu'on ouvre les armoires électriques, on va voir les compteurs de gaz, on va voir les compteurs de calories. Donc, on met les bleus de travail et on y va, jusqu'à la partie organisationnelle, utilisation des plateformes adaptées pour pouvoir valoriser ces données. Et le nom de Calliope dans tout ça, et c'est là que ça fait sens, je n'avais pas envie d'appeler mon entreprise Barrier Énergie ou Énergie 2000 ou ce qu'on voudra. D'abord parce qu'on ne fait pas que de l'énergie. Et donc, j'ai cherché autre chose d'un petit peu plus, d'un peu différent, je dirais. Et j'ai été chercher dans le bestiaire des dieux, des déesses, etc. Et je suis tombé sur ce joli nom qui est Calliope. Et Calliope s'avère être la muse de l'éloquence. Et finalement, qu'est-ce que c'est que l'éloquence? C'est donner du sens aux mots. Et qu'est-ce qu'est nous, notre, je ne vais pas dire notre raison d'être, mais en tout cas, une des valeurs ajoutées qu'on apporte aux clients, c'est de donner du sens aux données. Et donc, il y avait un parallèle, je dirais, entre l'éloquence du verbe et l'éloquence de la donnée. Et c'est pour ça que Calliope, outre le fait que c'était joli et puis que ça sortait de l'ordinaire, ça faisait également sens d'appeler l'entreprise Calliope. Alors, quand vous avez créé Calliope, vous m'aviez dit que c'était important pour vous de pouvoir bâtir cette entreprise avec un alignement de valeurs. Et plutôt que de parler de performance durable, vous avez parlé de performance enviable. Oui. C'est quoi la différence? Alors, d'abord sur les valeurs, si vous permettez, Corinne, euh, je vous le dis comme je pense, c'est très bien d'avoir des valeurs. Qu'est-ce que c'est fatigant quand on essaye d'être cohérent avec ces valeurs? Parce qu'en fait, finalement, ça nous oblige à beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai des valeurs qui sont les miennes, et je ne voyais pas là les 15 ans qui me restent ou les 20 ans qui me restaient quand j'ai créé Calliope à travailler, à faire quelque chose qui soit finalement contraire à ce que j'ai au fond de moi. Donc, j'ai décidé d'orienter Calliope notamment vers cette performance industrielle et cette performance énergétique. Qu'est-ce qui fait la différence entre une performance durable et une performance enviable? C'est, je dirais, le fait de proposer quelque chose qui sera intéressant pour l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des acteurs de la société. Je m'explique. Quand on parle développement durable, quand on parle, grosso modo, quand on qualifie quelque chose de durable, on est quasi immédiatement catalogué sur un côté vert, un côté écolo, etc. Et de facto, par réaction, on va avoir un défaut de crédibilité auprès de certains interlocuteurs financiers, interlocuteurs techniques. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on arrive à conceptualiser une autre façon d'avoir de la performance, et une performance qui soit finalement, au-delà d'être durable, qui donne envie à chacun de participer, et donc qui puisse être enviable. Et quand on est dans une performance durable, qui est donc je dirais, une performance qui va allier la performance économique, la performance sociétale, la performance éthique et la performance écologique, alors on est enviable. On est enviable pourquoi? Parce que quand le DAF va voir ses factures baisser, il sera content, il aura envie qu'on y aille dans cette performance. Quand on aura peut-être un peu moins de difficultés à recruter tel ou tel jeune talent parce que cette personne a envie de travailler dans une entreprise engagée, ou en tout cas refuse de travailler dans une entreprise qui ne fait pas sa part, qui ne contribue pas, et bien finalement, ce seront les RH, ce seront les chefs de service qui vont trouver intéressant également cette démarche. Et cette démarche finalement de performance enviable versus performance durable, c'est pour montrer
que c'est quelque chose de systémique, quelque chose qui doit intéresser, il faut qu'on le rende intéressant pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise et au-delà des acteurs de l'entreprise, pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, également ses actionnaires, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs. Très bien. Est-ce que, pour faire comprendre pourquoi cette volonté que vous aviez de- d'apporter une offre qui soit différente et qu'est-ce qu'ont été les limites en fait au premier modèle, mis à part cette offre qui était sans arrêt tirée par le bas par le prix. Enfin, c'est peut-être finalement la conséquence de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, sur Calliope, les choses se sont passées différemment, notamment vis-à-vis des clients? Ouais. Je m'étais fait une première réflexion avec mon ancienne entreprise. On avait fait un très très gros travail également sur l'éclairage industriel. C'était l'arrivée des LED. Et il y avait un réel besoin. Aujourd'hui, c'est assez monnaie courante. On ne peut pas acheter autre chose que des LED. À l'époque, c'était pas si trivial que ça. Et je me souviens de frustrations énormes quand, après un travail d'études approfondies, de la vraie montée en compétences, on présentait nos dossiers et on se faisait doubler par le premier fabricant de loupiotes venu, parce que tout simplement, bah, lui, il était fabricant de lampes et puis nous, on était des poseurs de lampes. Donc, on était catalogués vraiment comme juste bon à tirer les câbles, à poser les lampes au plafond, et voilà, quoi. Et ce qu'on appelle parfois l'effet blouse blanche, fondamentalement. Et ça nous colle à la peau. Et quand j'ai créé Calliope, ben, ma foi, j'ai joué de ce biais de confirmation qu'ont les clients. Et quand on est positionné comme étant un spécialiste d'eux, d'un seul coup, on a un niveau de crédibilité qui augmente. Et c'est intéressant parce qu'on rentre dans une espèce de spirale positive qui fait que on est évidemment plus entendu parce qu'on est spécialiste. Soi-même, ben, on va prendre plus confiance, on va être plus, je dirais, naturel. Et donc, on va être plus performant, plus percutant, et ce qui va nous permettre derrière d'effectivement encore plus affiner nos compétences, nos connaissances, et d'être encore plus spécialiste. Parce que le Calliope spécialiste de 2018, il me fait quand même tout doucement sourire quand je vois l'expertise qu'on a acquis entre-temps. En fait, j'ai un de mes premiers collaborateurs me disait, tu sais, Étienne, souvent un expert, c'est quelqu'un qui a 2 tutoriels d'avance sur nous. Il a pas tort, hein. Vous mettez une blouse blanche et vous avez 2 tutos d'avance et vous êtes très souvent perçu comme un expert. Alors, ça dure pas trop longtemps, cet effet d'esbrouf. Il faut effectivement qu'il y ait des choses efficaces derrière. Mais ça m'a vraiment convaincu qu'il fallait que, en créant Calliope, je positionne Calliope tout de suite comme un expert de la chose. Et pour moi, et pour les clients, et pour mes futurs collaborateurs de l'époque, qui sont donc devenus les collaborateurs aujourd'hui. Et ça c'est important. Et le deuxième positionnement fondamental, c'est de partir sur les bons rails dans le modèle économique. Et là, le modèle économique, on en reparlera, mais le modèle économique de l'EFC, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, je l'avais testé dans mon ancienne entreprise. En fait, c'est très, très, très compliqué de faire bouger un bateau parce que ben, on a des charges, on a une structure qui vit de l'ancien modèle et on ne peut pas comme ça faire table rase et puis tout casser, tout reconstruire. En fait, si on casse tout, ben, on finit au tribunal de commerce ou à la chambre commerciale, en fonction de si on est en Alsace-Moselle ou alors en Vieille-France. Mais dans tous les cas, ça se passe mal si on casse tout. Et on le voit dans le club EFC dont je fais partie, le club Grand Est. Toutes les entreprises existantes grosses qui ont une offre EFC, in fine, finissent en fait par avoir une niche EFC, un département EFC, en fait une jeune pousse à l'intérieur de l'entreprise, une spin-off, on pourra dire si on veut prendre les termes qui vont bien, et ils espèrent, hein, et ils le font, ils s'y donnent beaucoup,
pour arroser correctement cette jolie plante qui est en train de pousser et faire en sorte qu'elle devienne en fait l'arbre majeur de la forêt. Mais on ne peut pas du jour au lendemain tout casser. Quand on passe en redressement et en liquidation judiciaire, comme moi je l'ai fait, bon, on a 6 mois pour réfléchir et pour pleurer toutes les nuits, ça c'est un autre sujet, mais au moins, quand on redémarre de zéro. Et quand on redémarre de zéro, eh ben, on peut et on doit, quelque part, mettre en place les bonnes bases pour pouvoir partir là où on a envie d'aller et pour pouvoir finalement diriger l'entreprise vers l'endroit et surtout dans la façon qu'on souhaite. La vie d'un entrepreneur, c'est un chemin permanent. On court après l'arc-en-ciel. Dès qu'on a atteint un objectif, on fixe un nouvel objectif. Donc finalement, nous, ce n'est pas l'objectif qui est de faire de l'EFC. C'est bien le cheminement qui est dans l'EFC. C'est ça qui est passionnant. Et là, eh ben, j'avais l'opportunité, partant de rien, de mettre des bonnes bases pour partir là-dessus. Oui, ce que vous m'aviez dit, puis on regardera peut-être s'il y a besoin de préciser avec des questions sur l'offre, mais c'est qu'en fait, la difficulté, c'est le hiatus qu'il peut y avoir entre la valeur que vous pouvez apporter et la perception de cette valeur, et donc la rémunération, enfin la facturation qui va correspondre à cette valeur créée, perçue, etc. C'est pour ça que Ouais. c'est sans doute quelque chose qui est long et qui nécessite beaucoup de dialogue et de communication avec les clients et les parties prenantes du projet, quoi. Ouais. Dialogue, communication avec nous-mêmes, avec les clients, conviction, fermeté aussi, refus parfois. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Il répondra, Bruno. C'est difficile, oui. Impossible, non, mais c'est difficile, oui, de faire une migration vers le FC. Ce dialogue et cette qualité perçue, moi, je l'avais vu. Alors, on a été accompagné Grand Est par Athémis sur le FC. On a eu un gros travail, et ça, c'était avec mon ancienne entreprise, de se dire finalement où est ma valeur et où est, à contrario, ma facturation, sur quoi s'appuie, parce que la valeur, elle se reconnaît dans le commerce sur la facture, finalement. Ce que je facture, c'est ma création de valeur. Et comment je construis mon prix, c'est là où j'accepte de mettre de la valeur, finalement. Et moi, j'ai souvenir de ce client industriel qui voulait, alors vous m'excuserez pour les non-électriciens, mais enfin, il voulait rajouter un départ pour protéger un moteur. Et donc, on lui fait une offre de prix, protection, départ moteur, etc. Et on lui met un prix. Alors voilà, c'est vachement trop cher, etc. J'achète, moi, le disjoncteur moteur à tel prix. Alors, en plus, il l'achetait moins cher que nous. Donc, vous imaginez juste qu'on avait zéro possibilité de le faire. Et donc, bon, on lui a dit qu'on ne ferait pas. Et il a lui-même acheté son matériel. Et quand il commence à le poser, il se rend compte qu'il manque quelques pièces. Et ils appellent mon chargé d'affaires pour lui dire, dis donc, mais là, c'est quel accessoire qu'il faut mettre, etc. Et ça, bon, alors le chargé d'affaires a très bien réagi, il lui a dit, ben ça, c'est un devis, donc si tu veux savoir tout ça, tu signes en bas à droite, sinon tu te débrouilles. Et fondamentalement, notre valeur ajoutée, elle était certainement pas d'acheter le matériel. Aujourd'hui, n'importe quel matériel est disponible sur le web. C'est certainement pas de l'acheter moins cher que nos clients, parce que les prix, notamment avec le web, c'est n'importe quoi. Et avec, là, c'était des contrats cadres avec un sous-traitant de l'automobile qu'il avait avec un distributeur. Encore une fois, il l'achetait moins cher que nous. C'était certainement pas de l'opposé. Quoique, parfois, ça peut le devenir vu la rareté des électriciens compétents sur le marché. Enfin, ils étaient aussi pas forcément tous compétents chez moi. Donc, on ne peut pas dire que c'était une grosse valeur ajoutée. Mais c'était, par contre, d'être capable de définir précisément le besoin. Et ça, finalement, c'est un truc que jamais de la vie on ne facture. Et c'est même une chose, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais conceptualisé. On n'avait pas compris quelle était notre valeur ajoutée. Et là, quand j'ai créé Calliope, je suis parti sur ces principes-là. Moi, j'ai commencé à bosser au milieu des années 90. Au milieu des années 90, l'information qui était détenue était hyper importante. On ne la communiquait pas. Aujourd'hui, avec le web, n'importe qui peut avoir l'information.
L'accès au matériel professionnel était réservé aux professionnels. Avec les grandes surfaces de bricolage qui sont arrivées, avec le web de nouveau, n'importe qui a accès à n'importe quel produit. On trouve même, nous, on va aussi se fournir sur des sites quasi grand public pour certains produits, parce qu'on les trouve simplement à des meilleures conditions. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à se reposer la question de notre valeur ajoutée et aussi de ne pas brader notre valeur ajoutée. Une des valeurs ajoutées, pour nous, c'est notamment notre cercle de connaissances. Dans la fonctionnalité et la coopération, il y a le F, tout le monde arrive facilement à extrapoler ce que c'est que de vendre de la fonctionnalité, c'est vendre l'usage et le bénéfice de l'usage. La coopération, c'est moins simple. Mais en fait, la coopération, c'est tous nos contacts. Et là, j'étais récemment en échange avec un client. On a échangé sur les contacts possibles en entretien. Et dans le mail de conclusion, il aurait adoré que je lui envoie les contacts. Et je lui ai expliqué, je serais ravi de partager les contacts quand on aura contractualisé. Voilà, parce que fondamentalement, c'est ça aussi notre valeur ajoutée. Et ça se monnaie. Et c'est tout le côté absolument pas naïf qu'on pourrait qualifier de bisounours de l'EFC, c'est qu'en fait, on est bien là aussi pour assurer la pérennité financière de nos entreprises. Assis sur des choses qui ont de la valeur, qui sont de la fonctionnalité, qui sont de la coopération, qui sont de facto beaucoup plus vertueuses que le productivisme industriel. Mais c'est bien de générer de la richesse. Enfin là, on est le 1er du mois, vous voyez, on va sortir les payes bientôt. Les payes, je ne les sors pas en faisant du partage de connaissances gratuitement. Je les paye parce qu'il y a des gens qui ont accepté que ce qu'on avait à leur apporter avait de la valeur et nous donner de l'argent en échange. Et si je veux pouvoir continuer de faire des payes, de permettre à des gens de vivre, d'étudier, il faut bien que, un, je fasse de la croissance et deux, que je la fasse de façon rentable. Parce que c'est ça aussi une entreprise. Alors, comme on parle de valeur, et j'ai vu qu'il y avait une question sur la valeur, tout à l'heure, on parlait de performance enviable. Alors, ça me fait penser au fait que la valeur, en fait, c'est celle qui a de la valeur, c'est la valeur perçue par le client ou par les différentes personnes qui sont en relation avec le service et finalement d'avoir multiplié peut-être les parties prenantes impactées dans l'entreprise par votre offre. C'est aussi une façon de faire progresser les clients dans une communication qui va être différente. J'imagine que la donnée, comme l'exemple de tout à l'heure, qui va intéresser le directeur financier parce que c'est en bas à droite de la facture, il y a aussi tout ce que l'usage de la donnée peut amener à performer à un service ou à un autre. Peut-être le service des achats aussi. Est-ce que ça, vous avez vu aussi chez le client évoluer une certaine forme de coopération interne? Oui, alors oui, on le voit quand on le cherche, hein, parce qu'évidemment, si, encore une fois, si nous, on ne fait pas cette démarche, et donc c'est bien une démarche qui doit commencer par les équipes de l'entreprise, et je dis bien les équipes, c'est pas le dirigeant, c'est pas le commercial, c'est pas le chef de projet, c'est toute l'équipe qui doit être acculturée à ça, et ça, on pourra y revenir, c'est un très gros sujet, l'acculturation de l'ensemble de l'équipe. Mais oui, on le voit quand on le cherche. Et on a un travail qui consiste à le faire révéler chez le client, à mettre le doigt dessus, à le chercher et à faire conscientiser chez le client que ça engendre de la coopération interne, que ça engendre de la valeur ajoutée interne. Et on a aussi très, très vite, et ça, je dirais même, c'est dès la phase commerciale, à se rendre compte si on a un client qui sera sensible à ça. Si notre client rejette finalement cette démarche, il faut se poser la question de savoir si on a envie, si on a intérêt à travailler avec lui. Mais oui, très clairement, c'est des choses qui doivent se mettre en place. C'est aussi pour ça qu'on a, nous, une partie servicielle qui est importante, d'accompagnement du client dans la durée, qu'on est en train de retravailler encore plus, qu'on est en train d'essayer d'améliorer parce qu'on veut pouvoir être
un catalyseur de ce travail. Et puis, on veut surtout pouvoir le voir, le sentir, pour pouvoir le valoriser aussi au niveau de nos clients. C'est important, ça, de le faire conscientiser et on le fait vraiment pas assez. Alors, il y a deux questions, peut-être qu'on peut les prendre. Céline, tu veux poser la tienne? Vous avez évoqué là, Étienne, merci Corinne, le fait de devoir révéler chez le client la valeur. Et du coup, vous disiez que c'était en fait l'équipe de l'entreprise. Vous les avez envoyés en formation. Comment vous leur avez appris? Parce que d'aider à révéler la valeur, c'est pas facile quand on dit au client, pour l'avoir vécu la semaine dernière, de dire bah, finalement, quels sont les effets utiles, qu'est-ce que ça produit chez vous, ce qu'on fait ensemble. Bah non, mais je suis content. Ok, et Super. comment, enfin, voilà, d'accoucher. Et quand on a un profil commercial, c'est peut-être un peu plus facile. Enfin, je sais même pas si c'est plus facile, mais voilà, comment vous y êtes prêt pour aider vos équipes à, quand ils sont en interaction avec les acteurs chez le client, à les aider à formuler bah, ce que ça produit, ou si on ne l'avait pas fait ensemble, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme difficulté? Ouais, c'est très, très touchy, effectivement, à faire. Alors, comment je le fais? Moi, je n'ai pas de recette miracle, hein. On partage, on parle. C'est-à-dire que là mes collègues entendent, hein, la visio qu'on est en train de faire. Donc, ça fait aussi partie, je dirais, de la culturation. Euh, j'ai, je les amène de temps en temps au club EFC. Et c'est pour ça que, au-delà de l'accompagnement, moi, j'ai fait un accompagnement qui a duré quasiment 18 mois. À l'époque, c'était le mode qu'on faisait. Et au-delà de l'accompagnement, je prolonge depuis, je crois, 2018 sur le club EFC. Donc, vous voyez, ça fait 5 ans qu'on continue l'entraînement, hein, tout simplement. Mais c'est normal, je dirais, un sportif se maintient là-dedans. Et on a l'opportunité, et c'est un vrai sujet qu'on a, hein, nous, dans le club EFC, on a l'opportunité d'amener de temps en temps certains de nos collaborateurs à des réunions. Alors, tout le monde ne peut pas ramener tous ses collaborateurs, sinon ça devient un petit peu la fête là-dedans. Et puis surtout travailler entre dirigeants, c'est aussi une liberté de parole qu'on a, et on n'a pas à imposer à nos pairs dans le club la présence de salariés qui pourraient ne pas comprendre la position du dirigeant. Mais néanmoins, pouvoir les amener de temps en temps, leur expliquer la démarche, leur expliquer ce qui est fait, sans trop rentrer dans la théorie, parce que finalement, là, pas beaucoup d'intérêt, je dirais. Enfin, nous, on n'est pas chercheurs en EFC, hein, on est applicateurs en EFC. Mais le montrer par le quotidien, et c'est finalement, ça s'appelle comment? Ça s'appelle faire du management, hein. Et dans le management quotidien, on peut montrer à nos collaborateurs ce qui est intéressant. Et puis après, des comportements positifs se renforcent par le feedback, et on revient sur le management. Et quand on fait des 1 à 1, quand on fait des feedbacks avec ses collaborateurs, insister sur les côtés hyper positifs et les contextualiser, les réexpliquer. Et là, on aura progressivement des choses qui vont se faire. Mais cette partie conscientisation, remontée d'information, elle est tout sauf naturelle, surtout elle est contraire, je dirais, à ce qu'on nous apprend et au mouvement majeur de la société. Donc, évidemment qu'il faut ramer parfois un peu contre-courant pour pouvoir l'avoir. C'est jamais gagné, c'est de l'effort permanent, mais on le sait. Un commercial, moi je suis commercial depuis le début, un commercial passe sa vie à répéter la même chose à des clients qui l'ont oublié 5 minutes après qu'on leur a expliqué. Donc finalement, un collaborateur, c'est pas très différent. Donc c'est normal de réexpliquer, de remettre sur le tapis. Et la vraie difficulté qu'on a, et ça nous, on le partage avec tous les dirigeants du club BFC, c'est que quand, dans le parcours d'acculturation, en fait toute une phase où on ne comprend rien à ce qui se passe. Je ne sais pas si les autres qui ont fait des accompagnements, c'est ça. On a des concepts qui nous arrivent, on se fait un peu bombarder de nouveaux trucs, on ne comprend pas grand-chose. Et puis, je ne sais pas, il y a un matin, on se réveille et là, waouh, ça a pris, ça a cristallisé et ça commence à devenir limpide. Un dirigeant d'entreprise, il pense à sa boîte 7 jours sur 7, 24/24 quasiment. Et quand on a compris, ça nous devient limpide. Et on aimerait par, je ne sais pas quel miracle, qu'un salarié qui bosse entre 35 et 40 heures par semaine dans l'entreprise, donc c'est pas sa boîte, quoi. On aimerait que lui comprenne tout ça juste en un claquement de doigts parce que nous, on a enfin compris le truc, quoi. Donc, faut juste se dire qu'il y a aussi tout un cheminement qu'il faut qu'on fasse avec les collègues, avec les salariés.
et qu'il est tout sauf simple. Et je reviens aussi là-dessus et pour rebondir sur la question de la mutation vers le FC et les salariés. Quand on a une entreprise qui n'est pas aujourd'hui sur un modèle EFC, qui est plutôt sur un modèle standard, on a quelque part un contrat qui est passé avec nos salariés. Je ne parle pas du contrat de travail, je parle du contrat informel qui est passé et qui inclut finalement l'intégralité du mode de fonctionnement de l'entreprise. Si nous, dirigeants, on décide de modifier le mode de fonctionnement de l'entreprise, Dieu sait que le commercial et l'activité commerciale, donc l'acquisition de clients, elle est structurante pour ça. Si nous, dirigeants, on décide de le modifier de façon unilatérale, décision unilatérale de l'employeur, comme on dit en RH, il ne faut pas s'étonner que nos collaborateurs puissent s'opposer à ça. C'est-à-dire qu'on est quelque part en train de modifier de façon unilatérale. Nous, on trouve que c'est bien. Enfin, on ne leur a pas vraiment demandé leur avis non plus, forcément. On est en train de modifier cette espèce de contrat tacite qui fait qu'ils trouvent leur place dans l'entreprise. Donc, ça se passe toujours. Alors, on peut dire compliqué, on va dire autrement, on va être positif, avec une gestion du changement fine. Voilà. Mais la gestion du changement, elle est là, et Dieu sait que ce changement est fondamental. Donc oui, les collaborateurs sont clés, et oui, il faut les accompagner, et oui, ça dure longtemps, en fait. Juste pour parler de Necoé, parce que c'est le club EFC, on va dire, de la région Centre-Val de Loire. Comme on a démarré un peu après nos collègues, en fait, on a intégré cette question-là dans les parcours. Il y a un accompagnement du dirigeant et il y a un parcours d'accompagnement en alternance des salariés de l'équipe rapprochée du dirigeant, pour justement qu'il n'y ait pas trop d'écart dans cette évolution et qu'on puisse accompagner les deux équipes, quoi. Je ferme la parenthèse. Non, mais vous avez vraiment raison de l'intégrer. Parce que je dirais, quand la parole est libre dans l'entreprise, on a des feedbacks, on passe un peu pour des zinzins quand même, quand on rentre d'une journée de travail où on a compris là, le truc, d'un coup ça a infusé. Waouh, quoi. Ça peut être un petit peu raide, donc il faut accompagner toute l'équipe. Alors, il y a une question d'Isabelle, peut-être qu'on peut la prendre maintenant. C'est la question de la valeur et des effets utiles dès le début en fait, de l'interaction avec le futur client dans le devis. Oui, valeur, effet utile dès le début. Alors, attends, je vais essayer de lire. Est-ce que dans votre vie, vous affichez clairement la valeur, les si je peux me bénéfices? permettre, oui. En fait, c'est un peu complémentaire à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut effectivement faire évoluer les états d'esprit, quoi, en quelque sorte. Donc, que ce soit déjà du dirigeant qui prenne conscience donc de ce que c'est le FC, de ce que ça peut apporter, ensuite les salariés, les différentes parties prenantes, et donc les clients. Et donc, vous disiez que les clients, bon, des fois, vous essayez de leur expliquer, mais bon, une fois partis, ils peuvent rapidement oublier ces effets utiles. Donc, je me disais, est-ce que c'est pas la solution dans le devis de rappeler, tout comme on écrit dans un devis, le devis comprend ça et ne comprend pas ça, de mettre en valeur, enfin, de vraiment écrire la valeur, justement, les bénéfices utiles, pour que ça imprime petit à petit aussi au niveau des clients et qui se rappellent en se disant, ben oui, effectivement, quand il m'en a parlé, ben oui, il y avait ce point-là qui n'était pas du matériel, de la maintenance, enfin, des choses classiques qu'on voit sur un devis. Voilà, c'est juste, j'ai eu l'idée, là, comme ça, en vous écoutant. Ouais. Alors, je pense que je le fais mal aujourd'hui. Je le fais mal peut-être parce que je ne suis pas si à l'aise que ça. Vous savez, c'est beaucoup. Enfin, on fait bien là où on est à l'aise. Je ne suis pas si à l'aise que ça aujourd'hui pour défendre une promesse qui ne dépend pas que de moi. J'ai eu pas mal de réflexions, on peut en reparler notamment sur le consentement à payer, sur les effets utiles, etc. On est quand même dans un truc où moi, je compare souvent notre prestation à une prestation de salle de sport. C'est-à-dire qu'on vend quelque part un abonnement à la salle de sport, mais ce n'est pas nous qui montons sur les machines et ce n'est pas nous qui y allons. C'est-à-dire que si le client ne se saisit pas du sujet, il n'y a rien qui va bouger. Et si je lui vends de l'effet utile
et qu'il n'a pas compris que c'était à lui de travailler, mais qui pensait que par miracle, ça allait se produire, on va avoir un vrai problème. J'aime bien des fois dire qu'en fait, il y a peut-être que, j'en sais rien, les patchs Nicorette qui peuvent vous arrêter de fumer sans effort. Tout le reste, ça demande de l'effort, ça demande de l'implication. Donc, on vend aussi et on explique ça très clairement aux clients. Hein, ce parallèle avec la salle de sport, je l'ai encore employé hier avec un grand groupe fabricant de meubles. Oui, remettre le client au travail, c'est effectivement ça. Et c'est ce que je leur dis. Et là, on était chez un client où ça revit, c'est un de mes tout premiers clients qu'on a installé en 2018. Je lui disais, moi, un peu ma frustration, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'énergie manager et cette fonction n'a pas été prise en compte chez eux. Donc forcément, ouais, je sais pas, moi, si je regarde des gens faire du sport à la télé et que je suis assis sur mon canapé, je n'ai pas les plaquettes de chocolat qui viennent, hein, c'est plutôt le bide qui pousse. Donc, en fait, ça ne sert à rien de penser que la techno va le faire à notre place. Donc ça, je suis pas hyper à l'aise en fait pour vendre un effet utile au client. Par contre, on essaye plutôt de l'entretenir sur la durée, de le mettre en avant sur la durée. Pour revenir sur les devis, moi, j'ai des clients qui ne parlent même pas de devis quand on leur envoie, qui parlent de mon dossier. Parce que chez moi, une offre de prix, une offre de prestation, enfin, vous direz comment on veut une offre, quoi. Une offre fait entre 40 et 50 pages, parce que tout simplement, j'estime que quand le client va dépenser de l'argent, il a besoin d'avoir le contexte de ce qu'il fait. Et puis, je sais qu'en plus, on est, nous, dans des modes opératoires où mon interlocuteur n'est pas l'unique décideur. Et donc, finalement, plus je lui donne de billes, plus il saura défendre mon offre, la mienne, pas celle des concurrents. J'aime aussi beaucoup cette expression, si ton outil est un marteau, il y a fort à parier que ton problème soit lié à des clous. Si mon offre n'est qu'une succession de lignes valorisées, le client ne peut pas me parler d'autre chose que d'argent. Si on arrive sur le comment on va faire, comment on va l'entretenir, comment on va le faire vivre avec le client, si c'est ce genre de choses qu'on évoque, l'argent finalement n'est jamais qu'un des éléments logiques, qu'une rétribution de tout ce qu'il y a là. Et là, on les aide déjà à conscientiser ce qu'il y a. Et on fait encore autre chose aujourd'hui, et merci la Covid, hein, ça fallait bien que ce soit utile à un truc, c'est que ça nous a permis de mettre les visios en place. Et aujourd'hui, on peut enfin, là, depuis 3 ans, faire ce qu'on apprend dans les écoles de vente depuis que la vente existe, c'est présenter nos offres aux clients en réel. On nous a toujours dit, hein, une offre, ça ne s'envoie pas aux clients, ça se porte et ça s'explique. Bien sûr, personne ne le faisait. Des gens exceptionnels, j'en ai probablement là dans les auditeurs. Enfin, moi, je ne suis pas un être exceptionnel, donc je ne le faisais pas, ou rarement. Et maintenant, avec les visios, on a les outils techniques pour le faire. Hein, c'est assez magique. Hein. Moi, quand l'offre est prête, j'envoie un mail à mon client lui disant l'offre est prête. Donc, calons un rendez-vous en visio et je vous la présente. J'ai 100% d'acceptation sur cette démarche. Et là, ça me permet vraiment d'axer finalement l'approche commerciale directement sur comment je souhaite vendre. Et après, il y a une autre question aussi qui est un petit peu sous-jacente à ça. C'est le quid d'un client qui ne veut pas en entendre parler. Ça, c'est notre rôle dès le début, de voir comment va se passer l'échange commercial avec le client. De l'échange commercial va suivre l'intégralité de la qualité de la relation qu'on va entretenir avec le client. Nous, on entretient des relations dans la durée. Et quand un échange commercial part sur des mauvais pieds parce qu'on a un client qui veut, et c'est sa stratégie d'achat, elle est respectable, juste elle n'est pas compatible, mais elle est respectable, mais il veut avoir un bordereau de prix hein, quand on pousse au taquet. Et pourquoi? Pour pouvoir comparer les prix des uns et des autres. Nous, de façon systématique, on décline. Donc on se retrouve aujourd'hui à avoir toute une partie de la clientèle et de la clientèle industrielle qui est dans sa démarche d'achat incompatible avec la démarche de vente de Calliope. Et ça, on les distingue très vite. Et puis, on décline, on explique qu'on ne pourra pas travailler comme ça et on propose une alternative qui, 99 fois sur 100, est refusée. Mais ce n'est pas grave. Voilà, parce que de toute façon, on n'aurait pas pris plaisir à travailler avec eux, ils n'auraient pas pris plaisir à travailler avec nous. Donc, autant pas le faire. C'est un point commun qu'on entend dans pas mal de témoignages. Hein.
le fait de dire, bon, bah, on ne peut pas travailler avec tout le monde, il y a des gens avec lesquels ça ne fonctionnera pas, donc c'est pas qu'on choisit nos clients, mais d'une certaine façon, on sait En tout avec cas, on qui. choisit avec qui on ne va pas bosser, quoi. Mais dans les faits, un bon process de vente ou un bon commercial, c'est 30% de taux de transformation. Donc, autant dès le début, je dirais qu'on donne toutes les chances pour que ces 30% avec qui on va bosser, on ait plaisir à le faire. Et on en parlait encore hier. Hier, on était dans le club EFC. On parlait du pouvoir nocif que peuvent avoir certains clients sur l'ensemble de l'équipe. Et des choses, des fois, qu'on subit complètement. Hein. Moi, je parlais avec un collègue dans un tout autre métier où son interlocuteur principal chez le client est un nouveau venu. Ça lui a pourri l'ambiance dans sa boîte. Donc, et quand le client représente 35% du chiffre, c'est un peu compliqué. Hein. Mais c'est un fait. Donc, si on peut, là, il le subit, hein, mais si on peut, dès le début, dire, écoutez, non, nous, ce n'est pas la façon dont on souhaite travailler. Voilà, ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas comme ça qu'on vend. Ben, ma foi, n'y allons pas. Ce n'est pas non plus la mort du petit cheval. Hein. Est-ce qu'on peut passer à la thématique coopération? Oh, Parce bon, que voilà, c'est un gros sujet et notamment dans ce que vous m'avez expliqué de l'évolution aussi de votre offre, finalement, vous arrivez à intégrer différentes compétences et puis il y a d'autres compétences qui sont chez des partenaires. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de coopération parce qu'on va parler finalement d'une offre dite intégrée qui va donc regrouper un certain nombre de compétences. Et est-ce que vous pouvez nous raconter en fait comment s'est construite petit à petit cette coopération? Oui, la coopération dans la fonctionnalité et la coopération, ça a été une surprise pour moi, mais finalement, elle est encore plus centrale que la partie fonctionnalité. On pourra revenir sur l'impossibilité que j'ai, notamment à vendre l'effet utile et à valoriser l'effet utile en cash. L'effet utile étant l'économie d'énergie, quand on vend de l'énergie, ou l'amélioration de la performance. La coopération. Quand on est une toute petite structure, et en 2018, la toute petite structure, elle avait une personne, donc elle était vraiment toute petite. Et si on veut intéresser des entreprises, il y a un moment, soit on est brillant, ça ma mère me le dit tous les jours, mais dans la vraie vie, c'est pas vrai. Soit on est capable de s'entourer de gens qui ont des compétences. Et là, par contre, pour le coup, je ne fais pas comme avec les clients. Là, quand on commence à travailler avec des partenaires et quand on commence à être approché, je prends vraiment le temps d'expliquer les fondamentaux de l'EFC, les fondamentaux du respect de la valeur de chacun, de l'identification de la valeur de chacun. Je pose très clairement les limites et j'explique que si nous, on s'engage à ne pas aller capter la valeur de l'autre, il y a un engagement réciproque et que si ça ne se passe pas bien, c'est à peu près comme si vous avez un chien qui essaye de piquer dans la gamelle de l'autre chien. C'est-à-dire que ça finit un peu en pugilat. Et là, je crois que c'est important de mettre vraiment les bonnes bases et de comprendre qu'il y a des choses qui sont autorisées, favorisées et des choses qui sont casus belli. Et une fois que ça c'est dit, expliqué, parfois il faut un petit peu le réexpliquer, mais c'est humain, alors les choses peuvent s'enclencher. Et là, c'est comme avec les clients, on a les gens finalement qui sont intéressés par la chose. Nous, on sait, alors on ne les a pas cherchés de façon hyper active. C'est venu, alors je suis plutôt un homme de réseau, donc c'est venu dans le réseau, on s'est trouvé et les choses se sont faites. Moi, je pense à un bureau d'études avec qui on travaille particulièrement bien, qui est basé à Pau. On se rappelle, on est à Colmar, ils sont à Pau, hein, il n'y a que la France au milieu, pas tout de suite la porte à côté. Mais on travaille ensemble, on s'envoie des clients. Lui n'a même pas besoin que je lui envoie des clients parce que c'est entre 6 et 12 mois de délai pour pouvoir avoir accès à ces prestations. Mais néanmoins, on échange sur nos feedbacks et on sait se renvoyer les choses sans qu'il y ait jamais eu
de transactions financières là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apporteur d'affaires, de choses comme ça. On n'est pas, parce qu'un apporteur d'affaires, c'est jamais ni plus ni moins qu'un sous-traitant commercial. Et donc, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Et c'est avec ces partenaires-là que ça fonctionne le mieux. C'est-à-dire, c'est les partenaires finalement où on arrive à être symbiotique, à créer une symbiose. Tu progresses, je progresse, mon expertise sert ton expertise et on se tire vers le haut comme ça. Et ça, moi, j'en ai dans les bureaux d'études. Pour moi, il y a deux grandes catégories de bureaux d'études chez nous. Il y a les bureaux d'études que j'appelle organisationnels, ceux qui vont mettre en place un système de management de l'énergie, un SME qui n'est plus ni moins qu'un système de management de la qualité, mais où on aura mis l'énergie à la place de la qualité, mais ça se gère bien de la même façon. Donc, vous avez les BE organisationnels d'un côté, et vous avez les BE beaucoup plus à tendance techos, ceux qui, comme nous, mettent le bleu de travail et sont capables d'aller dimensionner des chaudières, chercher la meilleure techno sur des échangeurs thermiques, enfin, le genre de choses où il faut être très, très pointu. Et on travaille avec les partenaires dans les deux cas. Et ça nous permet finalement à chacun de nous nourrir et de nous auto-nourrir et finalement d'avoir aussi des clients avec qui on a envie de travailler. Et parfois, ces partenaires-là, quand ils s'orientent sur des sujets qui ne nous intéressent pas, on est aussi capable de se le dire. Moi, j'ai un de mes partenaires qui actuellement est en train de faire un très gros focus sur les hôtels. Nous, on travaille essentiellement dans l'indus. Il a besoin de notre solution techno. Il veut faire du volume, absolument. Alors, moi, il va faire du volume, je ne suis pas très EFC Spirit, hein, le truc. Et donc, on a trouvé un mode opératoire qui nous convient, à lui, à nous, et avec encore un autre partenaire installateur. Parce que pour le coup, ce n'est pas nous alors qu'elles l'ont installé, parce qu'on ne déplace pas un ingénieur pour aller installer un équipement dans un hôtel pour mesurer ce que consomme la cuisine. Vous voyez, ce n'est pas du niveau, c'est surtout pas valorisable. Et là, on a trouvé un mode opératoire, mais qui n'a pas coulé de sens. Hein. Il a fallu plusieurs fois expliquer nos positions, le pourquoi, le comment, et qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on n'allait pas faire. Mais finalement, la coopération, c'est ça aussi. C'est permettre à chacun de trouver son modèle sans se pervertir et sans y aller dans la souffrance. Autant on n'a pas le droit de venir au travail avec une boule au ventre, donc on déverrouille les boules au ventre, mais on n'a pas non plus à se les mettre pour faire plaisir à nos partenaires. Ça c'est ce côté coopération avec, je dirais, si on doit cataloguer nos parties prenantes, fournisseurs au sens large du terme, mais on voit qu'on est très, très largement au-delà du fournisseur. Avec notre fournisseur techno principal, c'est un peu différent. D'abord parce qu'il a souhaité prendre des parts dans Calliope, donc il a une petite partie de Calliope. Parce que le dirigeant, je l'ai connu dans un mouvement de dirigeants, certains doivent connaître, qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Donc, on partage quand même quelques fondamentaux sur la vie du business. Et donc, il y a des relations qui vont au-delà. Sauf que eux, ils sont passés à 30, qu'ils ont levé 3 millions d'euros, que c'est une vraie start-up, etc., qui progressent un peu plus vite que nous. Mais on est quand même sur autre chose qu'une relation purement client-fournisseur, même si des fois, il faut le rappeler qu'on n'est pas un client lambda et qu'ils ne sont pas un fournisseur lambda. Donc ça c'est fondamental, cette coopération. Au-delà de la coopération client, c'est vraiment la coopération avec les partenaires. Et après, il y a d'autres partenaires, c'est les partenaires institutionnels. Alors nous, on a la chance dans la région Grand Est, dans une région qui est hyper dynamique et hyper structurée, notamment sur la partie performance énergétique, où l'ADEME, les CCI, la région Grand Est, les compagnies des eaux, etc., tout ça, ça travaille ensemble, ça sait travailler ensemble. Ils ont mis en place un programme qui s'appelle Climaction, qui permet d'avoir un guichet unique et qui est hyper ouvert sur comment on va les appeler, les intégrateurs, les gens comme nous, les facilitateurs de mise en place de ces solutions-là chez les utilisateurs finaux. C'est un petit peu long, ça, comme terme. Et finalement, ils nous accompagnent, ils ne nous voient pas, parce que ça, je l'ai déjà vécu dans d'autres régions, ils ne nous voient pas comme des chasseurs de sub ou comme des profiteurs de guerre, vous voyez. Ils nous voient vraiment comme des partenaires et des intermédiaires plus que nécessaires, comme des intermédiaires finalement valorisants. Je dirais, on arrive à avoir avec eux la même qualité de relation qu'on peut avoir avec la BPI Coq Vert. Et ça c'est intéressant. Je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas comment c'est en Centre-Val de Loire, moi je ne l'ai pas retrouvé dans les autres régions françaises. Après, il faut aussi être un peu dans le microcosme et dans l'écosystème pour le distinguer.
Mais en BFC, Bourgogne-Franche-Comté, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, etc. En Grand Est, ça roule facile. Et là, donc, là, on a nos partenaires CCI, nos partenaires ADEME, nos partenaires régions. Enfin, voilà, on se connaît, on a nos 06 l'un et l'autre, et on est capable finalement de s'aider, de communiquer et de faire en sorte que tout fonctionne bien. Je dirais l'aboutissement de ça, ça a été la CCI Grand Est a fait un rendez-vous pour les industriels qui s'appelle Rendez-vous en terre d'industrie, où ils ont pris un de nos clients en exemple, qui est un petit embouteilleur qui s'appelle les Sources de Soulsmat, et ils ont fait venir plusieurs intervenants qui ont participé à l'amélioration, mais alors notable, hein, c'est 50% de réduction de l'empreinte carbone en moins de 10 ans, les sources de Soulsmat. Et dedans, évidemment, il y avait Calliope, on était partie prenante de ça. Donc voilà, tout cet écosystème coopératif, il est intéressant de travailler. Par contre, ça se passe sur le temps long. Hein. C'est sûr que celui ou celle qui veut qu'il y ait de l'apport d'affaires, quoi. C'est bon, je t'ai payé à bouffer, maintenant tu me ramènes une affaire. Non, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quoi. Oui, il faut de la confiance et il faut des actes qui… Oui. Voilà. Ouais, la confiance, ça ne se discrète pas. Hein. Ça fait partie des valeurs immatérielles qui sont complexes à mettre en œuvre et par contre très, très faciles à casser. Hein. Donc oui, ça se gagne, la confiance. Alors, on a parlé rapidement de partage de la valeur et ça me permet de rebondir sur la question d'Isabelle à l'instant là, sur la façon de facturer l'offre et de l'engagement par rapport à la performance. En discutant tous les deux pour préparer cette visio ce matin, on parlait de la difficulté qu'il y avait de maintenir finalement une facturation sur la performance jusqu'à l'entretien d'un niveau de performance. Ouais, c'est ça. On se heurte. Alors moi, mon idée au début, c'était de dire, on va faire un partage de la valeur, pardon. Je te fais gagner des sous, tu m'en donnes à due proportion de ce que je te fais gagner. Voilà, c'est facile, c'est assez intuitif, etc. C'est confronté à différents écueils, 2 voire 3. Le premier écueil, alors ce qui est très facile, pardon pour nous, c'est qu'on peut le mesurer. Hein. C'est nous qui avons le thermomètre et on installe, on installe des équipements et des solutions qui permettent d'avoir les métriques. Donc là, pour mesurer l'amélioration de la perf, c'est facile. L'autre intérêt majeur, c'est que finalement, mieux ça se passe et tout le monde est content. Donc on a bien un partage des intérêts. Donc on pourrait se dire, tiens, mais si, pourquoi pas? Les difficultés qu'on rencontre, elles sont les suivantes. D'abord, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, dans la salle de sport, ce n'est pas le coach qui monte sur le tapis de course. Ce n'est pas le coach qui vient vous chercher chez vous pour que dans votre organisation, vous ayez prévu d'aller X fois par semaine à l'entraînement. Il y a 3 choses qui font que les changements s'opèrent. Le premier, c'est qu'il faut que les hommes, les êtres humains, soient intéressés, motivés. Quiconque a fait des cours de management sait qu'il est impossible de motiver quelqu'un. Ce n'est pas le rôle du manager de motiver quelqu'un. Le rôle du manager, c'est de mettre en place un environnement permettant la motivation. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être motivé, qui ne voit pas le truc, on ne le motivera pas. Donc ça, déjà, nous, on ne peut pas motiver les gens à faire. Et s'ils partent pour des mauvaises raisons, on va pas faire. S'il y a un changement de personnel, l'énergie manager s'en va, c'en est un autre, on n'a pas la main là-dessus. Premier écueil. Donc l'humain, pardon. La deuxième chose, c'est l'organisation. Est-ce qu'on met en place et est-ce qu'on fait perdurer des revues énergétiques, etc. C'est ce qui fait planter, mais alors 90% des démarches d'amélioration basées notamment sur le lean ou d'amélioration industrielle. C'est que finalement, si derrière, ce n'est pas mis en œuvre par le client, ça ne sert à rien. Pour reprendre le parallèle avec la salle de sport, si je ne m'organise pas pour aller périodiquement courir sur mon tapis de course, ça ne marchera pas. Et ça, ce n'est pas le coach qui vient vous chercher par la peau du dos pour vous amener dans la salle de sport. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, l'humain, l'organisation, et le troisième pied du succès, c'est la technique. Il faut que les solutions techno permettent de le faire. Nous, en fait, on intervient
à fond et on a la main que sur la solution techno. À 100%, il faut que notre solution techno, elle permette de le faire. On est capable d'intervenir sur la motivation, sur l'organisation, pardon, en donnant des clés, en montrant qu'il y a un intérêt, mais encore une fois, on n'a aucun pouvoir pour faire en sorte que les choses se fassent intelligemment, se fassent bien. Et alors, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas faire, c'est la motivation de toutes et tous. Enfin, on n'est pas manager dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier écueil. C'est que là, on se rend compte finalement, on n'a pas les clés du camion. On va temps de se faire payer sur un camion dont on n'a pas les clés. Deuxième écueil, ça c'est organisationnel, c'est qu'une boîte, une entreprise, un industriel n'a jamais de problème pour payer, sauf redressement judiciaire, etc. Il a un problème pour affecter ses coûts à un budget. Il a un problème de budgétisation de ses charges. Il ne peut pas accepter de démarrer un exercice sans savoir ce que ça va lui coûter. Or, par essence, l'amélioration d'une performance, il y a un côté hypothétique dessus. Donc, il n'est pas capable de le planifier et donc ça va lui poser un gros hiatus dans son organisation. Mais qu'est-ce que je fais? Comment je le facture? Et la deuxième des choses, la troisième, puis il y en aurait d'autres encore, c'est qu'on passe d'une facturation de fourniture, budget fourniture, énergie, etc., à une facturation de budget de prestation. Puis alors là, vous avez la moitié des contrôleurs de gestion, ça ne matche pas, hein, ils font erreur 404, c'est juste pas possible. On ne peut pas transférer, même si vous en prenez 10%, 50%, on s'en fout, vous en prenez moins. Au global, ils ne sont pas capables. Combien d'entreprises sont dans l'incapacité aujourd'hui? Moi, j'en ai, hein, les boîtes qui me disent non, on ne va pas demander des aides, etc., parce que ça va nous faire des sous à nous, des charges à nous, du boulot à nous, et l'argent, il va aller au siège social, il ne va pas venir dans mon budget. Donc, pourquoi? Parce qu'organisationnellement, ils sont foutus comme ça. Ils se débrouillent, c'est leur organisation, mais nous, on est confrontés à ça. Et donc, finalement, déjà, c'est ces premières limites-là de se dire, ça va être finalement va être un petit peu plus compliqué que prévu de se faire payer sur l'amélioration. Et la deuxième des choses, c'est que l'amélioration, le deuxième grand volet, c'est que l'amélioration, faire un peu de la palissade, c'est une amélioration, c'est une dynamique, c'est une accélération. Moi, je fais un petit peu de vélo. C'est très facile, quand je suis à 10 à l'heure, de monter à 20, de monter à 25, de monter à 30, de monter à 35 si je suis sur le plat. Quand je suis à 35, et commencer à aller au-delà, ça commence à être dur. Et pourtant, c'est bizarre. Passer de 35 à 36 ou 37, ça, c'est une toute petite amélioration en pourcentage, en valeur absolue, à me demander énormément plus d'efforts que de passer de 10 à 25. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un moment, on est obligé de fournir énormément d'efforts pour maintenir une performance. Alors, si c'était déjà compliqué de se faire payer pour améliorer une perf, allez expliquer à un industriel qu'il va falloir qu'il vous paye pour rien améliorer, juste pour maintenir. Donc là, c'est le deuxième écueil, et c'est le deuxième écueil majeur. Et celui-là, on le voit arriver. Alors, il est évident hein, quand on le dit comme ça. En fait, on le voit arriver juste au bout de 2-3 ans, quand on commence à arriver sur les choses où il va falloir faire du CAPEX, il va falloir vraiment commencer à modifier des choses importantes. Donc, au début, tout le monde était content, puis à la fin, ça se passe moins bien. Donc, on a très vite écarté cette idée-là de se faire payer sur l'amélioration. Et finalement, on se fait payer sur quoi? Nous, on a le modèle économique, il est sur deux jambes. Il est d'abord sur un CAPEX, sur un invest. Hein. Ça, les industriels, ils maîtrisent bien, ils savent faire. Donc, il y a un investissement de la mise en place d'un système qui marche. Donc, ils n'achètent pas une liste de matériel avec des heures, avec des machins. Ils achètent des blocs fonctionnels pour faire un système qui marche. Ça, c'est un CAPEX, tout ce qu'il y a de plus classique en termes d'invest. Et derrière ce CAPEX, on a mis en place un pack service qui va regrouper différents aspects serviciels, que ça porte sur la garantie du matériel, que ça porte sur l'accompagnement dans la durée du client, et qu'on est en train de renforcer, parce que là, j'ai un jeune energy manager qui nous a rejoint, donc on est en train de renforcer cette partie servicielle pour, à terme, idéalement, que le client rentre dans une espèce de club d'utilisateurs de Calliope. Et qu'il ne se pose jamais la question de savoir s'il doit continuer de payer ces quelques milliers d'euros par an pour accéder à la fonction, que ce soit juste une évidence. Donc, il y a cette partie CAPEX
cette partie OPEX qui représente grosso modo 7-8% du CAPEX. Hein, quand on regarde statistiquement, ce n'est pas comme ça qu'elle est comptée, mais elle est basée là-dessus. Et puis après, ma foi, on le laisse s'améliorer et on lui laisse l'intégralité de ses améliorations, ce qui est aussi quelque part une espèce de contrat de confiance avec lui. Et les améliorations, il y en a. Quand on a des clients qui se saisissent du sujet, c'est juste assez monstrueux ce qu'ils arrivent à faire. Donc, grosso modo, ça va de rien. Ceux qui regardent les chiffres, quand on regarde, il ne se passe rien, jusqu'à du 25-30% par modification de son organisation, hein, sans avoir à faire de l'achat de nouveaux équipements, etc., mais simplement en rentrant finalement dans l'optimisation et de la sobriété. Donc, c'est important. OK. Merci Étienne. On voit que le temps passe vite. Il y a tellement de choses à dire sur cette trajectoire qui n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme on le voit. Donc, je vous propose qu'on passe à une petite synthèse et un décryptage de nos échanges. Et puis, on aura peut-être le temps de reprendre une ou deux questions d'éclaircissement si nécessaire. On va passer la parole à Colline, voilà, qui va nous faire une synthèse. Oui. Donc finalement, ce qu'on a appris, c'est que Étienne a fait le bilan que c'est plus simple de démarrer une activité avec un modèle économique qui est différenciant du type EFC que de transformer une entreprise. En cause, on peut être confronté à un marché qui n'est pas assez mature, un marché qui n'est pas prêt à basculer. Donc l'offre de Calliope, elle est basée sur une performance durable versus une performance qui est enviable. Donc aujourd'hui, Calliope propose une performance enviable. Pour lui, c'est proposer quelque chose qui sera intéressant pour l'ensemble des acteurs de la société. Si on se rattache au terme durable, on est catalogué sur un côté un peu vert, ce qui peut donner un défaut de crédibilité auprès des interlocuteurs type financier ou technique. Et au-delà d'être durable, c'est donner envie à chacun de participer, ce qui emmène à être enviable quand on allie la performance économique, sociétale et économique. Et la performance enviable, elle est systémique, elle doit intéresser toutes les parties prenantes de l'entreprise. Aujourd'hui, Calliope propose une offre de service à ses clients qui est basée sur la performance industrielle. Pour cela, du coup, c'est toutes les briques du modèle économique qui sont travaillées. On a les équipes de Calliope qui vont comprendre les contraintes de l'organisation du client, ses usages, pour s'y adapter, ce qui permet de proposer finalement une solution intégrée. Étienne l'a dit, Calliope met à disposition du client des solutions et accompagne le client dans la compréhension de ses données pour leur permettre de passer d'une donnée à une information et d'une information à un savoir. Et finalement, c'est ce dernier point qui permet de rentrer dans des démarches d'amélioration pour le client. Il a aussi beaucoup abordé la partie contractualisation. La contractualisation, elle va au-delà de la vente du service et des équipements. Calliope s'engage du coup à une obligation de résultat sur la performance énergétique de son client. C'est pas seulement l'accélération de la performance, mais c'est aussi le maintien qui fait sa valeur. Et aujourd'hui, c'est la définition du besoin et l'écosystème avec qui travaille Calliope qui font la valeur ajoutée finalement de Calliope. Et en fait, c'est ça qu'il faut intégrer dans les éléments de contractualisation. Donc l'offre, elle est pas, c'est pas seulement un devis, mais finalement, c'est des dizaines de pages qui permettent de donner beaucoup d'éléments au client qui va lui permettre de comprendre la valeur ajoutée que propose Calliope. Et c'est un gros travail de conscientisation chez le client qui est réalisé du coup dès l'étape commerciale avec ce devis qui est présenté, comme le disait Étienne, en direct au client et qui n'est pas seulement envoyé pour bien lui faire comprendre tous les éléments que Calliope peut lui apporter. Cette offre intégrée, comme elle est appuyée par la coopération. Donc, comme l'a beaucoup expliqué Étienne, il faut s'entourer et prendre le temps d'expliquer à ses partenaires les fondamentaux de l'EFC, du respect de la valeur de chacun, puisque finalement, c'est aussi ça que
valeur ajoutée pour Calliope, c'est vraiment son écosystème, en plus de son savoir et de ses savoir-faire. La coopération avec ses partenaires, elle s'appuie sur un respect de la valeur de chacun pour se tirer mutuellement vers le haut. Comme il a dit, la coopération, elle permet à chacun de trouver son modèle sans se pervertir. C'est vraiment se tirer mutuellement vers le haut. Et la coopération, elle n'est pas seulement avec ses partenaires, elle est aussi avec ses clients, mais aussi en interne. En interne, ce qui est très important, comme Étienne l'a dit, pour pouvoir infuser finalement infuser l'EFC dans l'entreprise. La coopération, elle est basée sur la confiance qui peut facilement être perdue, donc c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est le management coopératif qui prône et cette coopération, finalement, elle permet en interne à chacun d'être aligné avec les valeurs de Calliope. Donc, ce qui est très important, c'est d'impliquer les collaborateurs. Par exemple, Étienne les emmène dans des sessions avec le club EFC, ce qui leur permet d'expliquer ce qui est fait en interne, puisque les collaborateurs sont la clé de Calliope et il faut les accompagner pour éviter des écarts dans la trajectoire, dans l'EFC chez Calliope. Et pour terminer, donc finalement Calliope est né avec un modèle EFC, mais une partie du service sera toujours en tout cas reste toujours à valoriser, notamment sur la facturation, comme il en a parlé sur la fin. La facturation, elle peut être soumise à des difficultés, en cause l'humain, l'organisation, la technique, et il faut bien faire comprendre qu'on passe d'une facturation de fourniture à une facturation de prestation, donc faire comprendre ça à son client pour finalement créer comme un club d'utilisateurs de la solution, ce qui permet à la fois de se créer un écosystème de clients qui est sur la même longueur d'onde que Calliope, mais qui est aussi pour le client peut avoir une ouverture d'esprit sur l'EFC et pourquoi pas devenir ensuite un ambassadeur lui de l'EFC. Voilà, donc j'espère avoir synthétisé à peu près les grandes idées. Étienne, s'il y a quelque chose à redire, ne pas hésiter. Et sinon, je vais laisser Corinne clôturer notre rendez-vous. Juste un tout petit point, Colline. J'ai cru entendre qu'effectivement Calliope s'engageait sur les résultats de l'amélioration. Non, on ne s'engage pas sur les résultats de l'amélioration. On s'engage à mettre à disposition du client des outils et du soutien pour faire en sorte qu'il atteigne ses résultats. Mais après, c'est un grand garçon, une grande fille. C'est lui qui monte sur le tapis de course. C'est lui qui court. C'est lui qui fait ses perfs. On n'a pas parlé de la notion de relation de service, mais on est bien là. C'est un service qui est co-construit, co-produit avec le client. Okay. Très bien. Merci beaucoup, Étienne. C'était comme toujours très, très, très riche d'enseignements, ce témoignage. Merci. Peut-être en quelques mots nous dire quels sont les prochains rendez-vous. Alors, Céline va l'emballe le 12 janvier, pour être précis. On t'entend pas. Donc, on se retrouve le 12 janvier pour notre prochain Voix de pionnier avec un témoin du Loiret, le dirigeant de l'entreprise Valemballe, qui est une entreprise qui travaille sur l'emballage plastique. Donc, un sujet assez d'actualité aujourd'hui et qui viendra nous parler. Alors, il n'est pas en trajectoire EFC, le dirigeant, mais lors d'une visite d'entreprise, comme pour beaucoup d'autres témoins qu'on a pu avoir, nous sommes allés le rencontrer avec Isabelle et on s'est rendu compte et on lui a permis aussi de révéler que plein de choses qu'il mettait en place étaient effectivement très en lien avec cette notion de trajectoire EFC, aussi bien avec ses clients qu'avec ses collaborateurs. Donc, il viendra nous témoigner de la manière dont il a opéré, pour vous prouver aussi qu'il y a des gens qui sont en trajectoire et qui sont accompagnés, et puis d'autres pour lesquels on amène aussi cette révélation de trajectoire. Ensuite, on aura le rendez-vous le 2 février. Donc, vous avez les dates
ici présentes, les témoins ne sont pas encore tous identifiés dans notre écosystème, mais vous pouvez d'ores et déjà noter les dates de nos rencontres. Vous avez toujours le replay, soit sur YouTube, soit sur Arte Radio, pour pouvoir les écouter en déplacement. Et puis, voilà les quelques actualités du réseau. Donc, le 31 janvier, à Niort, il y aura le Forum national de l'ESS avec une table ronde territoire et coopération. Sébastien était présent ce matin. Vous pouvez avoir plus d'informations à ses côtés. Sur le territoire de la région Centre, on organise une conférence le 20 février avec des ateliers à Blois sur la découverte du nouveau modèle économique. Donc, vous inscrire aussi prochainement, vous recevrez les liens et sinon, Colline vous enverra les informations. À Bordeaux, le 8 mars, une journée régionale de l'EFC. Donc, je pense que Sébastien peut être aussi le contact puisque c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Et en mars-avril, la découverte, le lancement d'un parcours de découverte de l'EFC avec 3 parcours de 6 entreprises. Donc, même principe, toujours Sébastien le contact. Beaucoup de choses se passent actuellement en Nouvelle-Aquitaine, donc n'hésitez pas à le contacter. Vous avez son adresse mail que vous pouvez capturer ici. Hop. On peut peut-être préciser, Merci à tous de votre présence. on peut Je vais peut-être juste arrêter le partage. préciser, Céline, qu'en région Centre-Val de Loire, il y aura un nouveau parcours qui va aussi démarrer début 2024. Et que Exactement. si ça vous intéresse, il faut vous rapprocher de Necoé pour intégrer ce collectif. Donc, un parcours de dirigeants avec des collaborateurs pour les PME et un parcours de dirigeants pour les TPE que nous commençons au premier trimestre. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et puis, un événement aussi qui aura lieu sur le second semestre de l'année 2024. On n'en dit pas encore plus pour le moment, mais à Orléans, autour de la transition des modèles économiques. Donc, merci à tous. Bonne journée.